Bonjour tout le monde. Bonjour Fadi. Bonjour Fanny. Bonjour Fadi. Ça fait plaisir de revoir des visages connus et d'accueillir d'autres un peu moins connus. On va laisser juste quelques minutes le temps que tout le monde arrive, puis on va démarrer. J'espère que le déconfinement se passe bien dans vos différentes entreprises et chez vous personnellement surtout. Bonjour Fadi, Isabelle, bonjour à tous. Bonjour Isabelle, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fadi, Elodie Morio. Bonjour Quel à plaisir. tous. Bonjour. Bonjour. Hello, Fadi. Hello, everybody. Bonjour. Bonjour. Hop. Je regarde la montre. 32. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Ça fera venir les retardataires. Voilà, Odile Caron vient d'arriver. Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Nous allons donc je suis avec un certain nombre de personnes, mais spécifiquement Baak Eligini, qui est consultant de Daylight et qui fait partie de l'équipe de recherche Aurore. Et je suis moi-même Fadi El Gemayel pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis consultant expert. Je fais partie de l'équipe de recherche Aurore et je suis directeur général de Daylight, qui est le cabinet de conseil qui héberge le programme Aurore. Nous allons parler aujourd'hui des résultats d'un sondage que nous avons fini d'analyser hier et que nous trouvons franchement particulièrement passionnant. On va voir ça, on va voir ça dans le détail ensemble. Pour information, cette session est enregistrée, elle sera mise sur la page privée Aurore sur LinkedIn. Si ça pose problème à quelqu'un, n'hésitez pas à nous en informer. La question qui était posée dans ce sondage, c'était quels sont les challenges des équipes d'appui à la transformation des grandes entreprises françaises. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous proposer de démarrer avec Baha. Baha, je te laisse la main pour nous donner la note méthodologique. Merci Fadi. Alors, ce questionnaire a été administré en ligne entre le mardi 28 et lundi 11. C'est un questionnaire sur la plateforme SurveyMonkey qui a été auto-administré. Il nous a permis de recueillir 27 réponses, dont 21 qui sont sujettes à l'analyse des résultats, puisqu'ils proviennent de personnes travaillant dans ce qu'on appelle des entreprises cibles, soit celles qui emploient plus de 5000 salariés. À partir de ce petit sous-échantillon, on a gardé les réponses qui ont traité les questions de fond du sondage sur les challenges, à savoir la question 4 et 5, avec une signalétique complète, ce qui nous laisse un total de 16 réponses éligibles à tous ces critères. Donc, l'analyse a été menée par le binôme de consultants que Fadi a cité, Fadi et moi-même, consultant et ingénieur en stats et analyse d'information chez Daylight. Ce sondage a des limites et des perspectives. Tout d'abord, c'est une enquête quali à visée qualitative, puisqu'elle donne un premier aperçu sur les challenges des équipes d'appui à la transformation des grandes entreprises. Même si elle cible les grandes entreprises françaises
de 5000 salariés et plus, elle ne prétend à aucune représentativité de l'échantillon et ne permet en aucun cas de généraliser les résultats sur les bases d'observation de la population mère. On a observé un taux de perte élevé entre les personnes qui ont ouvert le mail d'appel, voire cliqué sur le lien, et le taux de réponse effective, pour principalement 2 raisons. Première, c'est le mode d'administration qui reste un mode sans interview, donc très peu prisé, mais aussi à une politique de sécurité des grandes entreprises qui malheureusement coupe ou filtre automatiquement l'accès aux questionnaires, aux liens externes par ces firewalls. C'est une information qui provient d'un feedback de plusieurs répondants. Et l'enquête donne un premier retour de terrain qui serait intéressant de se consolider par des interviews avec les différents acteurs, que ce soit des acteurs tactiques, responsables PMO ou des directeurs de transformation, mais aussi des acteurs politiques, stratégiques, DG, SG, adjoints, pointés par les répondants. Merci, Ba. Je passe la main à Fadi pour vous parler du programme de recherche en OR. Donc, merci, Ba. Ce qu'il faut retenir sur cette partie-là, c'est qu'on a une enquête qui permet une observation. Cette observation est extrêmement intéressante. Il faut juste être prudent, ne pas généraliser les résultats. Mais vous allez voir, les résultats sont quand même assez intéressants. Ce qu'on a observé est assez intéressant. Cette observation et l'enquête se fait dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Aurore. Notre programme de recherche, je pense qu'une bonne partie des personnes présentes le connaissent, donc je ne vais pas m'étendre sur sa présentation. Ce qu'il faut juste savoir rapidement, c'est que c'est un programme qui a été lancé en 2010. Il vise à donner aux grandes entreprises françaises des moyens, des outils, des méthodes, des modèles pour permettre de comprendre et d'expliquer la maîtrise et la réussite des transformations au niveau unitaire, au niveau des capacités globales de transformation et au niveau des compétences des porteurs des transformations. Donc, on est clairement sur le management des transformations, sous l'angle de l'organisation des transformations. Qu'est-ce qui permet de maîtriser et de réussir ces transformations, que ce soit au niveau unitaire, au niveau global ou au niveau des individus. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec Ba sur la partie statistique descriptive du sondage. Ba, je te laisse la main. Oui. Alors, on passe à la première question. Donc, c'est une question de filtrage. Donc, tous les chiffres qu'on va voir à partir de ce slide-là se basent sur le sous-échantillon donc des 16 réponses éligibles à l'analyse. Et donc, on a une majorité des répondants qui sont issus d'entreprises de 10 000 salariés et plus, pour un tiers de répondants qui sont dans des entreprises entre 5 000 et 999. La deuxième question concerne le secteur d'activité. On a un échantillon qui a des représentants de l'industrie, du secteur public, mais aussi du service, mais pas de représentants soit de l'agriculture, soit du bâtiment ou du commerce. C'est quelque chose qu'on a retrouvé, ceux qui étaient présents sur le premier sondage qu'on a effectué il y a un mois. C'est ça. On a à peu près la même répartition qu'il y a un mois. Oui, c'est ça. Avec des répondants différents, mais à peu près la même répartition. Mais justement, sur les rôles, on a un échantillon qui est un peu plus différent que le premier webinaire. Donc, c'est un échantillon peuplé de différents acteurs comme la dernière fois, mais avec une représentation plus importante des responsables d'unités d'appui à la transfo, avec 31%, qu'on ajoute aux 19% qui sont membres d'une unité d'appui, ce qui donne la moitié à peu près qui sont dans une unité d'appui à la transformation. Le restant se départage entre des responsables de portefeuille, des directeurs de programme ou juste autres, tels que un directeur, un PMO, CDO, un DSI adjoint. On arrive à la première question importante. Oui. Alors, du coup, la première question importante, c'est quels sont aujourd'hui vos challenges pour aider votre entreprise à atténuer l'effet de la crise et à s'adapter à court terme. Et les répondants estiment faire face à 3 challenges principaux pour aider leur entreprise à atténuer l'effet de la crise. Alors, le premier, c'est apporter l'appui à court terme et éviter la surchauffe des équipes projets.
à 63% des répondants. Au même taux, on retrouve le fait d'aider les équipes projets à travailler à distance. La moitié des répondants citent aussi le challenge d'aider la direction à prendre des décisions de court terme sur les portefeuilles projets-programmes. Et une minorité pense qu'il faut aider à la réflexion à moyen et à moyen terme stratégique. On tient à préciser que plusieurs choix étaient possibles dans le cadre de cette question. Donc, on a des répondants qui choisissent toute ou une seule. Alors, la deuxième question qui concerne les challenges. Quels sont aujourd'hui vos challenges pour aider votre entreprise à la préparation de l'après-crise et à la sortie de crise? Encore une fois, c'est le même mode puisqu'il s'agit d'une question à choix multiples. Et on observe que les répondants estiment faire face à un challenge principal pour aider l'entreprise à préparer l'après-crise à la sortie de la crise par analyser l'état des processus de transformation et proposer des améliorations à la direction avec un taux de 63%. D'autres challenges sont cités, mais d'une façon moindre, comme produire des améliorations du socle méthodologique avec 31%, le quart du sous-échantillon qui pense déployer des formations en management des transformations, comme on observe aussi des gens qui pensent à aider la réflexion sur l'organisation du travail, y compris sur les aspects présentiels et travail à distance. Alors, une question sur les moyens. Est-ce que ces personnes-là ont les moyens nécessaires pour relever les challenges? Et on trouve une majorité de répondants qui disent plutôt oui, aucun de oui tout à fait. Et un tiers pense entre le plutôt non et sont nuancés entre le plutôt non et le non, non pas du tout. N'ont pas le moyen nécessaire pour les challenges. Sur la dernière question, qu'est-ce qu'on a? Et sur la dernière question, justement, on essaie de voir qu'est-ce qui vous manque concrètement pour relever les challenges. Là, on a un peu plus de la moitié des répondants pensent manquer de moyens humains et financiers et donc demandent des moyens supplémentaires pour relever les challenges. 44% manquent de compétences spécifiques, alors qu'on a d'autres réponses minoritaires, mais tout aussi importantes, telles que avoir une vision globale et des clés pour répondre aux challenges, peut-être un peu plus d'écoute de la direction, une direction qui a une vision et de l'audace, peut-être un délai supplémentaire. Et on a un quart de réponses qu'on qualifierait de autres, qui sont tout aussi importantes, telles que, par exemple, un changement de paradigme au niveau de l'entreprise, changement de mentalité, une gouvernance adaptée à l'enjeu, moins d'incertitude sur l'évolution de la crise sanitaire et plus pour des espaces de travail avec d'autres entreprises. J'avais une question, s'il vous plaît. Est-ce possible? Oui, Stéphane, ça tombe bien. Là, on a fait le tour sur les 4 questions importantes et j'allais vous proposer de réagir à ça. Ah, pardon, j'ai anticipé, pardon, excusez-moi. Vous avez très bien Pas de fait. souci. Merci. D'abord, merci pour cette analyse. C'est très, très intéressant dans le contexte actuel. Bravo. Le deuxième point, je voudrais poser une question sur le slide que vous présentez actuellement, la question numéro 7. Je vois que 56% des répondants ont indiqué qu'il manquait de moyens humains. Bon, financier, ça on comprend parce que ce n'était pas forcément la priorité jusqu'à présent que de mettre beaucoup d'argent sur la transformation. Ça va devenir un poste important dans les revues budgétaires qui se prépareront à partir de la rentrée, je l'imagine. Mais vous avez un deuxième bâton dans ce graphique qui parle des compétences spécifiques. Parlez-vous du fait que les entreprises ne trouvent pas sur le marché de l'emploi des personnes ayant les compétences adéquates pour mener ces projets de transformation? Très clairement, alors, c'est les deux modalités. Alors, juste pour que vous voyez à peu près, pour ceux qui n'ont pas personnellement directement répondu au sondage, il y avait 3 modalités prérenseignées ou 4 modalités prérenseignées, c'était les 4 premières.
Et le reste, c'est une post-codification des réponses autres. Les questions 7, les questions 4, 5 et 7 sont des questions à choix multiples où il y avait trois modalités, 4 modalités et une possibilité de répondre autre. Et nous avons post-codifié le autre. Dans les modalités que nous avions initialement imaginées, c'est des modalités qui résultent dans la réalité d'un échange avec un ou deux patrons d'unités d'appui à la transformation, de PMO d'entreprise, etc. Et effectivement, Stéphane, nous avions eu 2 réponses qui vont à peu près dans le même sens, mais qui ne sont pas tout à fait la même. Nous avons eu un type de réponse qui est... Je n'ai pas de problème de vision, je n'ai pas de problème de compétence au sens savoir-faire. Par contre, j'ai un problème de bras. Il y a trop de choses à faire, j'ai besoin de plus de bras. D'accord. Et il y a une deuxième réponse qui a été... Alors, on a eu plus ou moins les deux. Hein. D'ailleurs, on constate qu'elles sont assez proches, hein, 56%, 40%. On a une deuxième réponse qui a été j'ai peut-être un problème de bras, j'ai peut-être un problème de nombre de cerveaux disponibles, mais j'ai aussi une problématique de vision, de compétences, par exemple, spécifiques sur de la priorisation au niveau des portefeuilles, des compétences spécifiques sur de l'évaluation de maturité de process ou de choses de ce type-là, en termes de management des transformations. D'où les 2 modalités différentes. Même si, in fine, là où je vous rejoins, in fine, on pourrait dire, avec de l'argent, on pourrait acheter les compétences manquantes. Mais ce n'est pas tout à fait quand même le même débat. L'expérience montre que quand on manque qu'on a du mal à acheter des compétences d'un niveau de maturité supérieur à celle dont on dispose. Voilà. C'est pas facile. C'est tout le challenge. Merci Fadi. Et c'est tout le challenge auquel vont devoir faire face nombre d'entreprises de taille moyenne ou plus grosse d'ailleurs. Il est évident qu'il y a à l'heure actuelle un manque de compétences sur ce secteur de la transformation et de la conduite du changement. Dans tous les cas, ça correspond à nos observations. Vous dites là, correspond aussi à nos observations. Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Juste pour rebondir sur ce que Fadi a dit, on a quasiment 80% des répondants qui répondent les 2 en même temps, justement pour revenir sur cette corrélation entre le fait de réquisitionner des compétences spécifiques et des moyens financiers et humains. Donc on a quasiment les 4 sur 5 qui répondent systématiquement les 2 en bloc. Voilà. Et si je peux vous glisser une information, à l'heure actuelle, dans le monde du management de la transition, la compétence de transformation et de conduite du changement est une compétence recherchée à l'heure actuelle. Ça paraît logique. C'est un signe. Oui, ça paraît assez logique. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ce slide? Donc, on va passer rapidement en revue. Juste une question sur ce slide 7. Sassoon Soji au ministère économique et financier. Merci pour ces restitutions, effectivement très intéressant. Sur ce slide 7, il y a de la question du 3e bâton jusqu'au 4, 5, 6e. On voit bien qu'il y a aussi une espèce de corrélation d'attente ou de la part d'une impulsion, d'un support ou d'une vision encouragée par les dirigeants des organisations. Est-ce que cette interprétation est juste? Parce que je précise, effectivement, il y a des ressources, enfin, on peut avoir des ressources, on peut avoir des compétences, mais effectivement, s'il n'y a pas l'impulsion derrière, ou s'il n'y a pas la volonté affichée, c'est un peu le coup d'épée dans l'eau, et c'est aussi un des points. Alors, ça apparaît à des niveaux plus bas, ce qui montre que les gens qui ont répondu se sont investis, c'est bien, mais il y a quand même des choses sur lesquelles qui ne se feront pas sans ce prérequis. Vous anticipez pleinement sur la fin, sur la conclusion finale. La conclusion finale va être la suivante. On va se rendre compte, quand vous regardez, rien qu'en restant sur ce slide-là, mais on va l'approfondir un peu plus, rien qu'en restant sur ce slide-là, on se rend compte que vous avez
deux pavés à 56 et 44% qui parlent de moyens. Et les moyens viennent d'où? Ils sont alloués par qui? Ils sont bien alloués par la direction. Et si on reprend les plus d'écoute de la direction à 13%, 13% de sponsorship effectif de la direction, et auquel on rajoute, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, direction qui a une vision et de l'audace, on se rend bien compte que de façon directe ou indirecte, les responsables des unités d'appui déclarent souffrir de leur jonction avec leur direction, déclarent qu'ils ont un sujet dans leur jonction avec leur direction. Et si on revient un pas en arrière, on se rend compte que le sujet qu'ils doivent traiter, si vous regardez à 63%, le sujet qu'ils doivent traiter est profondément un sujet de capacité de transformation. Le principal challenge qu'ils déclarent est un sujet de capacité de transformation. Donc ça boucle la boucle. On va la reboucler dans l'autre sens tout à l'heure. Mais je suis à 100% OK avec votre vision. Ce qui croise au passage des travaux de recherche que nous avons menés en 2017, où nous avions enquêté sur 20 PMO d'entreprises qui vont de 3 personnes en 600 personnes. Et sur 20 PMO d'entreprises, seuls 3 avaient un mandat et seul 1 mesurait les résultats. Enquête menée en 2018 sur 8 directeurs généraux adjoints, 9 directeurs généraux adjoints sur la capacité de transformation. Et effectivement, les directions générales ont du mal à s'approprier, enfin celles avec qui nous avons discuté, c'est du qualitatif, on ne peut pas généraliser, à s'approprier le sujet de la capacité de transformation. Donc tout ça est très, très convergent. Enfin, tout ça, on voit toujours à peu près le même type de message. Enfin, après, avec les éclairages, bien entendu, différents selon les infos. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres réactions par rapport donc, à, je le repasse rapidement, donc les challenges de court terme, l'appui court terme pour éviter la surchauffe, l'appui des équipes pour travailler à distance, l'aide à la direction pour prendre des décisions sur le portefeuille, les challenges de sortie de crise ou de moyen terme, on vient juste d'en parler avec la montée en maturité en priorité, le fait d'avoir ou non les moyens, comme Baal a dit, pas de oui tout à fait, plus de oui, etc. Et ce qui manquerait le cas échéant. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que ces résultats vous paraissent correspondre à ce que vous vivez? Vous avez des questions éventuellement là-dessus? OK. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque la synthèse. Donc, sur la synthèse, qu'est-ce qu'on va retrouver? Sur la synthèse, première chose, on va retrouver un tir relativement groupé. Ça, c'est assez intéressant. Il y a eu très peu d'utilisation de la modalité autre sur la question des challenges à court terme. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui les challenges des responsables des unités d'appui ou des équipes des unités d'appui à la transformation pour aider leurs entreprises à court terme à faire face à la crise, à s'adapter à la crise? Les 3 réponses sont très groupées, sont assez homogènes. On a 63%, 63%, 50%. Apporter l'appui court terme pour éviter la surchauffe, aider les équipes à travailler à distance et aider la direction à prendre des décisions de court terme sur le portefeuille des projets programmes. Si on veut être un peu taquin, on peut toujours regarder dans le positif et dans le négatif. Dans le positif, on se rend compte que c'est cohérent, c'est convergent, le tir est à peu près groupé. Si on veut être un peu plus dans le négatif, on peut se poser la question de pourquoi que 50%, alors que depuis 1 mois et demi, je ne sais pas quelle est votre observation, mais nos observations chez nos clients, nos partenaires de recherche, etc., c'est que toutes les directions, sans exception, ont passé et sont en train de repasser ou de passer en revue leur portefeuille pour prendre des décisions de court terme sur le portefeuille. Pourquoi seuls 50% des responsables de PMO ou des membres de PMO interrogés disent j'ai ce challenge-là? On peut l'interpréter bien sûr de 2 manières. Première manière, parce que ce n'est pas un challenge, ils sont équipés pour, ils ont les moyens, etc. Ce qui ne correspond pas vraiment à nos observations, mais il faut être extrêmement prudent sur cette partie-là. On peut l'interpréter d'une deuxième manière, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement suffisamment intégrés dans la boucle. Et nous avons, en ce qui nous concerne, au moins 2 cas que nous connaissons qui sont comme ça, dans 2 grandes entreprises françaises, où l'équipe d'appui à la transformation n'est pas vraiment intégrée dans cette revue.
la revue, dans un cas, elle est menée par le codir directement, et dans un deuxième cas, elle est menée par l'équipe de la stratégie, sans vraiment intégrer l'équipe d'appui avec elle. Donc ça, c'était le premier point. Après, sur le challenge quels sont vos challenges aujourd'hui pour aider votre entreprise à se préparer à la suite, à la sortie de la crise ou à la suite de la crise? Comme on l'a signalé tout à l'heure suite à la question de Sassoon, on se retrouve avec 63% qui se disent je dois analyser, mon challenge est d'analyser l'état des processus de transformation et de proposer des améliorations à la direction. Derrière, on se retrouve avec 31% qui se disent ma façon de traiter la partie, mes méthodes doivent être adaptées. 25% qui poussent l'idée de déploiement de formation en management de transformation. Et puis, dans autres, est pas mal revenu l'aide à la réflexion sur l'organisation du travail et de profiter de la crise pour revoir la stratégie et l'ambition. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de noter qu'on a eu d'abord une forte dispersion. Premier point. Deuxième point, dans des discussions que nous avons eues avec un certain nombre d'acteurs, on se rend compte que la modalité 2 et la modalité 3 participent dans la réalité de la modalité 1, sont une façon de faire la modalité 1. On va y revenir là-dessus tout de suite derrière. Et dans la partie socle méthodologique, on a eu 2 points qui ont été mis en avant dans des entretiens individuels. Premier point, c'est la partie portefeuille. Une très forte pression sur le portefeuille évoqué par 2 acteurs avec qui nous avons discuté, qui disent aujourd'hui, notre façon de gérer le portefeuille ne peut pas continuer pareil, on doit se poser des questions différentes, les moyens sont différents, les objectifs bougent vite, il faut se poser des questions là-dessus. Et la deuxième, c'est au niveau des projets, au niveau des transformations, le travail à distance change beaucoup la donne. Donc, comment on intègre le travail à distance? Vous retrouvez ça dans les 19% d'aide à la réflexion sur l'organisation du travail. Et là où j'arrive à la question de Sassoon. Si on regarde, quand on leur pose la question, OK, manifestement, il y a des gros challenges. Il y a des challenges. Si on leur pose la question de est-ce que vous avez les moyens, là aussi, on peut voir le verre à moitié plein, on peut voir le verre à moitié vide. On a effectivement 56% des répondants qui disent plutôt oui, ce qui forme une majorité. Mais on peut aussi se dire qu'il y a 0% qui disent oui, tout à fait, qu'on a quand même 13% de non, pas du tout, 31% de plutôt non et non, pas du tout, et les 56% disent plutôt oui. C'est pas totalement oui, c'est plutôt oui. Donc la réponse est quand même assez nuancée à ce niveau-là. Et quand on arrive sur ce qui leur manque, c'est là où ça devient vraiment extrêmement intéressant. Si on replace le panorama, j'ai des questions à poser sur ma capacité de transformation. Ces questions, ces challenges sont importants. Je dois me poser la question est-ce que j'ai le bon niveau et je sais que je dois adapter le niveau, augmenter le niveau de capacité de transformation. À côté de ça, j'ai plus ou moins les moyens de le faire. Et sur ceux qui me manquent, et là on revient à votre remarque, Sassoon, qui est tout à fait pertinente, sur ceux qui me manquent, c'est d'une manière ou d'une autre, ça revient à 2 facteurs. Un premier facteur très présent, très évident, qui est ma relation avec ma direction, le mandat, le deal entre moi et ma direction, qui me donne les moyens et les compétences d'un côté et qui me donne le support de l'autre, avec les 2 familles de facteurs dont on a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, pour revenir à la question de Stéphane, la première question de Stéphane, j'ai aussi, c'est assez intéressant d'avoir dans les répondants, les personnes, si vous regardez là dans les répondants, vous avez 19% qui disent « Je manque d'une vision globale et de clés pour répondre à ces challenges ». Pourquoi on signale ce 19%, même s'il semble faible sur l'échantillon des répondants, c'est que traditionnellement parlant, cette position d'humilité, cette position de dire « je sais que je ne sais pas », est quelque chose qui n'est pas fréquent. Au niveau des équipes d'appui, c'est quelque chose c'est des équipes, et ce n'est pas un manque d'humilité, je suis désolé, l'expression est assez malheureuse. Là, c'est
un niveau de saturation et de pression tel, un déséquilibre tel entre les missions, les moyens, etc., qui fait que la capacité de recul, la capacité à se poser la question de est-ce que j'ai le bon niveau de compétence, est-ce que je suis en train de performer correctement, etc., est quelque chose qui est très difficile sur le terrain. Et là, on trouve que déjà 19% qui disent je n'ai pas la vision, je n'ai pas les compétences, c'est quand même extrêmement intéressant. Au-delà, si vous voulez, des 56% qui disent je manque de moyens humains et financiers et 44% qui disent il me manque des compétences, par exemple, en management de portefeuille, en travail à distance dans les projets, etc., etc. Donc voilà les éléments qu'on souhaitait vous restituer et mettre en relief par rapport à cette enquête que nous trouvons absolument passionnant parce qu'ils font parfaitement la jonction avec nos observations sur le terrain, nos travaux de 2017, nos travaux de 2018, nos travaux de 2019 sur l'agilité stratégique et le management de portefeuille, et même la première enquête que nous avons menée sur le terrain qui montre que sur le court terme, il y a à peu près consensus, les boîtes font à peu près ce qu'il y a à faire, mais dès qu'on commence à regarder le moyen-long terme, là c'était en début de crise, c'est beaucoup plus compliqué et ça met le doigt sur les points dont on vient de parler là. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour. Si vous avez des remarques, des questions par rapport à cette conclusion, à cette synthèse, sachant que nous avons, avec Baha, souhaité faire quelque chose d'assez court, d'assez ramassé, pour laisser de l'espace à l'interaction. Voilà. Si vous permettez, j'avais une remarque. Encore une fois, merci à votre équipe, Fadi, pour ce très bon travail. Moi, j'avais une remarque. Je suis un financier d'entreprise à la base. Donc j'ai évolué dans toute la sphère contrôle de gestion, direction financière et audit et contrôle interne. Et une chose sera toujours prise en compte parce que les basiques vont rester, y compris après cette crise du Covid, c'est quel est le retour sur investissement. Et je pense que nombre d'entreprises sont conscientes qu'elles doivent accorder une part un peu plus importante d'argent à leurs équipes qui travaillent sur la transformation, mais à un moment donné, elles vont parler de retour sur investissement. Et je pense que là, il y a un gros challenge parce que soit on considère que le coût engendré par ces équipes qui travaillent sur la transformation, soit on considère que ce coût est effectivement une charge et tombe dans le compte de résultat en tant que tel, ou alors on considère que c'est un investissement, ce qui change nettement la donne, parce que d'abord on répartit les coûts sur plusieurs années, et puis l'état d'esprit n'est pas le même. Quand vous considérez que ce type de dépense est un investissement, vous faites un pari sur l'avenir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je serai très bref, c'est pour dire que globalement, moi je pense, et j'ai toujours vu dans les entreprises qui performent, qu'il ne faut pas confondre, comme diraient les Anglais, le profit thinking et le cost thinking. C'est deux choses différentes. Cost thinking, c'est en général cost cutting, cost saving, plan de restructuration, etc., etc. Ça paye à court terme. Mais sur le long terme, ça paye beaucoup moins. En revanche, profit thinking, ça peut considérer à dire je suis conscient que je dois améliorer mon compte de résultat de différentes façons, et donc mon cash à terme, résultat égal cash. Et donc pour ce faire, je vais peut-être effectivement avoir une portion de cost saving, mais je vais surtout faire des investissements pour mon avenir. Et donc, je vais peut-être me délester d'une partie de compétences dans certains pôles de l'entreprise, mais je vais me doter d'autres compétences dans d'autres pôles, comme l'accompagnement à la transformation, la maîtrise du contrôle interne, etc., etc. Donc, il ne faut pas confondre, je pense, cost thinking et profit thinking. Et c'est vraiment le challenge des entreprises dans les mois qui sont devant elles. Voilà. Juste un retour très rapide, je souriais fortement sur la première partie, alors sans aller jusqu'à amortir l'argent qu'on met dans les unités d'appui sur plusieurs années au sens comptable du terme. Je pense que l'état d'esprit on est plus qu'aligné. Je reviens à cette fameuse étude de 2017 qui est quand même une étude assez fondatrice pour nous. Le fait de se rendre compte que des PMO de 600 personnes n'ont pas de mandat,
et ne mesure pas les résultats obtenus sur 20 entreprises interrogées, donc avec des portefeuilles d'investissement qui vont de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Combien d'entreprises, à votre avis, mesurent les résultats des transformations? Je parle des résultats de la performance du PMO, la performance des transformations tout court. Une. On a un vrai sujet. On a effectivement un véritable sujet et très clairement là-dessus, une des conclusions de l'étude de 2018 sur les directions générales, sur comment les directions générales pensent leur stratégie en termes de capacité de transformation, effectivement, il y a des trous. Effectivement, les directions générales interrogées, les 8, 9, on avait commencé à 7, on a fini à 9, donc les 9 DG, DG adjoints, DG délégués, SG, SG adjoints que nous avons interrogés. Sur les 9, il y en a un qui avait la vision, qui faisait ce qu'il faut. Les autres disent, votre modèle est pertinent. Effectivement, c'est notre responsabilité de fixer la variable en termes de capacité de transformation. Mais effectivement, nous ne le faisons pas. Et il y a plein de raisons qui étaient évoquées sur le pourquoi ils ne le faisaient pas. Il y a la complexité technique, la pression du court terme, les jeux politiques, etc. Mais la raison la plus intéressante, c'est nous n'avons pas de quelqu'un autour de nous, un échelon tactique, Hint, responsable de PMO, mais bon, qui nous propose des solutions qui soient politiquement acceptables et techniquement probantes. Donc, quelque part, dans ce constat qui est quand même assez dur, dans le constat, on peut lire la synthèse, quand vous regardez la synthèse 3 sur 3, donc quand vous regardez cette synthèse-là, on peut la lire dans un sens comme on peut la lire dans l'autre. On peut dire les patrons de PMO et les patronnes de PMO d'entreprise et de direction de la transformation disent « Ah, j'ai mal à ma relation avec ma direction », mais on peut se poser la question, mais pourquoi la direction ne fait pas ce qu'il faut? Mais on peut aussi se poser la question de pourquoi le patron du PMO ne fait pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, moi j'ai tendance à penser que la balle est clairement dans les deux camps. Donc je comprends parfaitement votre vision. Après, qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est variable, sur quoi on peut jouer, à chacun de répondre. Moi, j'ai une réaction. Ouais, allez-y. Oui, moi j'ai une réaction sur le moment où cette enquête a été faite et sur le fait que il serait peut-être intéressant de le refaire dans 6 mois, comment dire, à l'issue de l'expérience Covid, si je peux dire, parce que j'ai l'impression que les réponses qui ont été apportées, évidemment, sont tendues par l'urgence du moment et puis la continuité d'un mode de fonctionnement à l'ancienne. Et que dans 6 mois, l'évolution qui sera, on n'en sait rien, mais posera des paramètres et des contraintes tellement différentes que, bon gré mal gré, les directions seront amenées et puis les structures tactiques en dessous seront aussi amenées à s'adapter ou à être force de proposition parce qu'ils seront plus sollicités. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui me semble être intéressant à reconduire dans le temps. J'adhère à 100%. J'adhère à 100%. Après, il faut qu'on voit sous quelle modalité. Comme on est sur du quali, dans un monde de rêve, on aurait été sur une enquête quantitative avec un échantillon représentatif de 150 personnes. Et là, effectivement, on peut reposer les mêmes questions, voir une évolution, de véritables évolutions. Mais même au niveau quali, je partage vos deux idées. Et l'idée de dire ça vaut le coup de refaire l'enquête à des moments différents dans le temps, et l'horizon de 6 mois me semble tout à fait intelligent et pertinent. Et je partage aussi votre intuition, mais ce n'est qu'une intuition, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je partage aussi votre intuition sur le fait que l'évolution des mentalités en termes de capacité de transformation n'est qu'à son début. Il y a tout le discours, le monde d'après, etc. Alors forcément, il faut faire le tri, mais quand même, il restera des choses. Enfin, il faudra en faire quelque chose par la suite. Et ça reste à écrire complètement. 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, j'ai une remarque ou une suggestion par rapport à ça. Fadi, je ne sais pas comment vous travaillez habituellement avec vos clients / contributeurs. Peut-être serait-il intéressant au sein de votre organisation de créer un club
qui permettrait à différentes personnes de travailler ensemble sur ces sujets, d'émettre des hypothèses, des voies de travail, etc. Voilà. Doublement d'accord. Enfin, triplement d'accord. Déjà, premier point, dans le cadre du programme de recherche Aurore, nous avons quelque chose qui s'appelle les partenaires de recherche. Aujourd'hui, nos partenaires de recherche, c'est Pôle emploi, dont Isabelle Riot est une digne représentante avec nous aujourd'hui, CACIB avec Valérie Saraga qui est avec nous aujourd'hui, et d'autres entreprises qui sont partenaires. Donc, les partenaires de recherche se retrouvent au moins 6 ou 7 fois par an, 3 fois autour de rencontres de recherche où on va divulguer ou donner les résultats de nos travaux de recherche, 3 fois pour des échanges. Par exemple, le dernier échange partenaire a eu lieu il y a 1 mois et demi et a porté sur les méthodes hybrides, par exemple, donc qui permettent d'échanger. Se retrouvent pour tester les modèles, se retrouvent, voilà, il y a plein d'endroits où ces partenaires vont se retrouver. Pour rendre la chose encore plus accessible, nous avons créé une page, un groupe fermé sur LinkedIn, ce dont je parlais tout à l'heure, animé par Mehdi Sharazi, qui est... j'ai le droit de dire docteur Mehdi ou pas encore? L'entiète, hein? Pas encore, 20 mai. 20 mai, très bien. Donc, futur docteur Mehdi qui est avec nous et qui fait partie de l'équipe de recherche, qui anime cet espace que nous venons de créer. Et l'idée de cet espace est de permettre, au-delà même des partenaires, à toutes celles et tous ceux qui ont eu l'amitié, l'amabilité, la gentillesse de participer à nos travaux, de pouvoir continuer à échanger. Vous serez tous invités. Toutes les personnes qui ont contribué, soit qui ont assisté au webinaire, soit surtout qui ont contribué à répondre aux questionnaires, sont invitées à venir échanger là-dessus. Et nous sommes, sans trahir de grands secrets, nous sommes en train de travailler sur un cercle de réflexion à haut niveau sur la capacité de transformation des grandes entreprises françaises. Et ce cercle verra le jour, j'espère, dans les semaines qui viennent. Et voilà. Donc, bravo, c'est une bonne idée, une bonne démarche. 100% d'accord avec vous. Voilà. Après, voilà. Ça demande un peu d'énergie, un peu de temps, mais ça va venir. Ça va venir, on est dessus. Je suis prêt à vous aider, Fadi, si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, suggestions, doutes, éventuellement de points qui vous interrogent, qui vous paraissent un peu bizarres, pas clairs? Ok, ben écoutez, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est que je souhaitais une excellente journée et bon courage pour le déconfinement, bon courage pour les transformations et au plaisir de vous revoir, j'espère, toutes et tous dans un événement où on pourra enfin se retrouver en présentiel, parce que j'aime bien le travail à distance, mais je trouve que le contact humain en présentiel, c'est quand même mieux quand c'est possible. Excellente journée à vous. Merci beaucoup pour ce webinaire et excellente journée à tous. Merci Fadi. Merci À Fadi, très merci bientôt. à toute l'équipe. Merci, Merci, au revoir. Merci. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.